Salut tout le monde, c'est Vaivictis. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un jeu très spécial pour moi qui s'appelle Les Guerres du Nord. Donc c'est un jeu qui a été développé et édité par Paradox Interactive, à qui on doit Europa Universalis, Crusader Kings et Earth of Iron pour les plus connus, et Victoria quand même, qui est un jeu relativement connu. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2003, donc qui est un petit peu particulier. Donc il se passe dans le nord de l'Europe, comme vous pouvez vous en douter, donc entre le 13e et le 14e siècle. Donc c'est de la stratégie en temps réel, hein, rien de bien nouveau. Donc il y a une partie multi que je n'ai jamais utilisée, qui est ici. Hop là, pardon. Mince, j'ai comme un bonnet, ouais, bon, bref, voilà, faut saisir l'IP. Donc d'ailleurs, même si certains joueurs ont le jeu, je suis très preneur pour essayer de faire un multi. N'hésitez pas à me le dire sur les commentaires de la chaîne, sur Facebook. Donc on a eu une campagne. Donc moi sur la boîte ils me disent 2. Donc soit je suis trop nul pour avoir débloqué la deuxième campagne, ou soit bah je sais pas. Donc en option, voilà, on a vitesse du jeu. 1 minute 1 mois, 1 minute 2 mois, 1 minute 4 mois, 1 minute 8 mois, 1 minute 1 an, et je crois qu'il y a même 2 ans après. Donc brouillard de guerre, difficulté, l'agressivité. Moi je trouve que c'est les grands trucs de Paradox, hein, les difficultés. Donc je vais vous présenter, on va mettre une vitesse de mois, parce que je vais quand même passer sur le jeu un petit peu pour vous faire voir. Même une vitesse 4 mois. Donc alors il y a 6 factions, donc qui sont plus ou moins faciles à jouer. Donc on va commencer par le roi Eric de Medved. Donc Eric V Glipping gouverna le Danemark en conflit avec la noblesse jusqu'en 1286, date à laquelle il fut assigné par le maréchal danois Stig Anderson afin d'assurer la place sur le trône de son jeune fils Eric. La reine Agnès, épouse du roi Eric, fut contrainte de céder à de puissants nobles de vastes régions au sud du royaume. Pardon, je sais plus lire. Donc avec lui, d'après le jeu, c'est plus facile. Donc il y a économie moyen, une armée très forte, une location géographique très forte. Donc il est localisé sur une île. C'est peut-être ce qui prouve qu'il est costaud. Par contre il a la hanse, et je crois qu'il y a l'ordre teutonique dans le jeu, hein, de la carte. J'ai pas revérifié la carte parce que c'est vrai que c'est un jeu qui m'a tellement plu. Enfin bon, bref. On verra peut-être sur le jeu. Je prendrai peut-être lui, tiens, pour passer sur le jeu. Donc il y a une colonne stratégie. Au début du jeu, le Danemark est le royaume le plus puissant du Nord. Il dispose d'une navire considérable et d'une marine convenable. Pour étendre votre territoire, vous devez quitter donc Sageland, c'est l'île, et prendre plusieurs provinces. Cannes et Gondor font partie des provinces les plus riches du jeu, mais pensez bien à reprendre Finn et Giland des griffes de la grande noblesse indépendante. Au sud se trouve le riche royaume de Germanie qui a été attaqué historiquement par Eric VI de Menven. Donc c'est le joueur qu'on joue. Prenez garde toutefois de ne pas entrer en conflit avec la ligue. Ah oui, voilà, qui aurait trop fait de l'aider en début de partie. Donc la ligue, la Hans quoi, on va dire, c'est une des plus grosses puissances du jeu. Donc c'est vrai que lui, j'avais fait une partie avec lui. D'ailleurs, je crois que c'est ma deuxième partie. C'est vrai qu'en milieu de partie, on roule vraiment sur tout, quoi. Il y a vraiment plus de difficultés, hein. Bon, Big Air. Donc c'est historiquement de mémoire, c'est même le dirigeant qui a unifié la Suède. Donc il est en facile, une localisation géographique moyen, il est pas loin de Stockholm, une armée forte, une économie forte. Donc Bigger était le fils aîné de Magnus I Dulas et hérita de la couronne à la mort de son père en 1290. Pardon. Birger et ses frères, Eric qui est jouable ici et Valdemar qui est jouable ici, n'étaient pas alors en âge de monter sur le trône et puis furent gouvernés par Thorgil Knudson, un dirigeant autocratique. Donc la stratégie du roi Bigger. Donc commence à la partie en plein cœur de la Suède. Étendez votre territoire au royaume voisin, mais essayez de bloquer les Norvégiens à Dalarna. Assurez-vous contrôler toutes les provinces. Boissévid, Tividen, Olvaden et des noms imprononçables. 1% des fantasmas. Construisez des châteaux et marnisez les afin de pouvoir recruter chevaliers et cuits. Il vous sera indispensable pour vaincre vos ennemis dans le sud de la Suède. Moi, lui, j'ai un talent d'excellence avec ce joueur, donc difficulté facile d'après le jeu. C'est vraiment quelque chose de bien placé. D'ailleurs, si je devais faire un let's play, ça serait sûrement avec lui. Mais bon, on n'en est pas là. Roi Hakon V, info historique. À la mort de Magnus Lagabot en 1283, le trône de Norvège revient à Eric Brahtatar, son fils aîné de 12 ans. Un conseil noble tenait cependant les rênes du pouvoir. Hakon était le frère cadet d'Eric et a reçu son propre duché du fjord d'Oslo. Stratégie.
Hakon commence avec la partie à Trondheim où il est relativement bien protégé. Vous devez vous efforcer de bloquer vos ennemis en prenant les villes de Dalarna et d'Oslo. Vous avez l'avantage de disposer de nombreuses provinces boisées et montagneuses sur lesquelles vous devez poster fantassins, lance-quenets et arbalétriers. Vous êtes le seul joueur que l'événement 1278, la réforme des Hitters empêchant de recruter des chevaliers pourrait avantager. Pensez à vous allier si vous choisissez la lance classique avec les ducs de Suède. Attaquez sans hésiter Eric VI de Menved ou le maréchal Stig. Restez toutefois sur vos gardes car si les ducs choisissent avant Birger, leurs pouvoirs augmenteront à vos dépens. Alors, le duc Eric. Eric était le second fils aîné du roi Magnus I, l'Adulas. Ce dernier avait décidé que Eric et son fils cadet Valdemar recevraient chacun un duché distinct, mais subordonné au roi. À la mort de Magnus en 1290, son fils aîné Birger montera sur le trône et ses plus jeunes fils obtient leur duché. Mais la grande guerre civile de l'histoire de Suède se déclencha peu de temps après. Alors lui, je trouve que c'est le mieux mal placé du jeu. Il est au milieu de tout. Mais mis à part une armée forte, il est très très faible. Le duc Eric commence la partie en plein cœur de Götaland. Excusez-moi d'ailleurs si je le prononce mal. Étendez votre territoire aux pays voisins, mais essayez de bloquer les Norvégiens en prenant Viken et Varmland. Et assurez-vous de prendre le contrôle des provinces boisées vides en y envoyant des fantassins. Arrêtez les Danois en prenant le contrôle de Skan, de Nora et de Sodra. À Land. Construisez vos châteaux, mais il faut recruter chevaliers et écuyers, ils vous seront indispensables pour vaincre vos ennemis dans le nord de la Suède. Vous ne pouvez pas arrêter tout le monde à la fois. Là, c'est de conquérir une alliance avec quelqu'un qui ne vous menace pas directement. Les choix se portent habituellement sur Hakon V ou le duc de Valdemar. Alors lui aussi est très mal placé, on va en parler juste après. Valdemar est le fils cadet du roi Magnus I l'Adulas. Ce dernier avait décidé que Valdemar et son grand-fils, c'est la même chose en fait finalement que le duc Eric qui est écrit. Donc alors à vous de faire les stratégies, il est passé en Finlande. Alors il est vraiment protégé en la Finlande ou littéralement la terre de l'Est. Vous devez construire des remparts et des châteaux dans vos provinces avec une flotte car votre principale menace vient de la mer. Et évitez d'entrer en guerre avec Novgorod ou Lord Germanic. Ah voilà, c'était ça la grande puissance du jeu, Lord Germanic, j'avais oublié. Face auquel vous ne ferez pas le poids en début de partie. Essayez de former une alliance avec quelqu'un qui ne vous menace pas directement, les choix Hakon ou le duc Eric. Oui. C'est facile. C'est quasi la même stratégie adaptée avec le duc Eric et avec le duc Valdemar. Par contre, le duc Valdemar est une armée très très faible. Et d'ailleurs, je crois que c'est même l'armée la plus faible du jeu au début de partie. Maréchal Stig. Alors, Stig Anderson, qui se considérait comme l'égal des rois, venait d'une ancienne maison noble danoise. Stig fut nommé maréchal du Mac par le roi Eric V Glipping durant les années 1260. Stig était un homme très brillant, mais aussi très ambitieux. Fut châtié par le roi lorsque le dernier se sentit menacé par les pouvoirs grandissants de l'aristocrate. Ne pouvant pardonner ses mauvais traitements, Stig se faufila dans le château du roi et ôta sa vie avant de se réfugier en Norvège. Donc lui, il est dans le sud de la Norvège. Commence la partie avec la plus petite armée dans une province située aux frontières des royaumes d'Hakon V et du duc Eric et d'Eric VI de Menved. Vous allez posséder le mieux est de conquérir Oslo avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Alliez-vous rapidement à quelqu'un et désignez votre cible principale. Trouvez ensuite un second allié pouvant de préférence accéder à votre cible. Alors lui, il est dur à jouer. C'est vrai en début de partie. Mais finalement, en étant pas trop mauvais, je veux pas dire stratège, mais en réfléchissant bien, c'est un joueur qui est, à mon goût, plus facile à jouer que le duc de Valdemar. Le duc Valdemar, pardon. Donc bon, pour commencer, pour vous faire voir le jeu, je vais passer sur le roi Birger. Commencer. Fermé. Alors, on démarre ici. Alors, j'ai mon armée qui est ici. Donc vous pouvez voir 200 fantassins, 250 lanxnais, 40 écuyers et 20 épéistes. Donc j'ai pas de château en début de partie, d'ailleurs on va le lancer tout de suite. Là on peut recruter, donc on va recruter des lanxnais. Hop là. Alors on a ce qu'on appelle 3 ressources réelles. Je vais mettre le jeu en pause, tiens. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le contrôle de ma souris, il faut que je la change, elle est en plein bug. Oh punaise. Excusez-moi, je suis désolé. C'est les défauts de l'informatique. Bon bref, que je disais, on a 3 ressources. Donc les points de victoire, ce qui permet en fin de partie de savoir qui a gagné. Voilà. La quantité de blé, donc c'est ce qui permet de recruter des hommes. Et l'or,
Des armées à construire des navires, à prendre les décisions que certaines unions se viennent. Alors attendez. Les cultures dont vous disposez vont compter fournissent du blé. Vous pouvez augmenter le rendement. Ouais, en fait, la bouffe et l'argent sont le nerf de la guerre. Donc, il y a deux ressources. Un certain nombre de bâtiments. Donc là, on a un mur qui... tous les bâtiments peuvent aller au niveau 10. Donc, plus le mur est haut, plus il est long de prendre. C'est 10 mois par mur. De mémoire, on ne peut pas faire d'assaut sur les châteaux adverses. Pardon. On peut pas voir son armée, bien dommage. Bref. Donc j'ai lancé la construction du château. Là c'est pour recruter des unités. Là ça permet donc 2 pièces d'argent par mois, le marché. On a les fermes. Et on a la ville. Alors, je vous ai pas parlé des petits trucs qu'il y a en plus. Parce qu'on a ce qu'on appelle ici la loyauté de toutes les classes du jeu. La noblesse, le clergé, la bourgeoisie et le paysan. Donc, alors, je sais que de mémoire, je sais que si le paysan est très peu loyal, on perd de mémoire 20% de récolte. Et si on est en grand soleil, c'est-à-dire qu'il nous adore au maximum, on a plus 20%. Et c'est pareil pour toutes les classes qui rapportent et qui font perdre quelque chose. Donc alors, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Donc voilà, là ça permet d'augmenter la loyauté des paysans de 2 points. C'est réduit toutefois la loyauté du clergé, le reste de 1 point. Et là c'est l'inverse. Des paysans de 1 point. Donc voilà. Il y a pour lui, il y a pour lui. Donc lui on augmente le commerce. Donc chaque truc rajoute la loyauté à une classe et en enlève à d'autres. Une ou plusieurs. Donc voilà. Alors on va enlever la pause. Donc militairement c'est comme du repas. On va faire une petite guerre tout de suite d'ailleurs. Voilà. Donc hop là. Oh mince. Donc voilà, c'est les déplacements un peu de mémoire de repas anniversaire. Voilà, donc on ne peut pas faire d'assaut de fort. C'est d'ailleurs bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc là, pendant 10 mois, on a la guerre qui va se passer ici. Donc voilà, les ennemis sont placés ici. Donc faire un présent, on peut donner 10 pièces d'argent. Ah, tiens, Stig a refusé ma proposition de mariage royal. Comme c'est bizarre. Donc voilà, on voit sur la carte là du jeu les 6 factions placées. Le reste sont des factions neutres. Donc comme celle que j'attaque ici, qui vient de prendre une branlée. Donc au niveau de la diplomatie, donc on a proposé une alliance de manger inférieur, faire un présent ou insulter. Ah, donc voilà, j'avais pas pensé à ça, je dirais que j'avais oublié. Voilà, on a ce qu'on appelle des events, donc comme tous les jeux de paradoxe. Donc on va lire celui-là. Un artiste étranger arrive dans le temps. Au Moyen-Âge, l'art était un luxe inaccessible pour une grande partie de la population. Seuls les nobles, les riches et cultivés, l'église et bien sûr les princes pouvaient louer les services d'artistes. Ces dernières menaient en conséquence une vie de vagabond et se rendaient d'une cour à l'autre pour essayer de s'y survivre. Ceux qui avaient les moyens de s'offrir des objets d'art ou de louer les services d'artistes gagnaient du prestige grâce à ces étalages de luxe. Donc voilà, on a après l'engagé. Donc honneur plus 10, paysan plus caste, manque du clergé plus 2. Le laisser décorer l'église, membre du clergé plus 4. Lui dire que vous n'avez pas besoin de lui, honneur moins 10. Donc l'honneur c'est les points de victoire. Donc on va l'engager, hein, j'ai un petit peu d'argent en plus, tac. Voilà. Donc on parlait diplomatie, pardon du coup, j'ai oublié. Donc demander un mariage, bon là ils ont rejeté. On peut envoyer faire un présent, les insulter. Les insulter c'est pour faire baisser les relations, et un présent les augmenter, le mariage les fait augmenter, et l'alliance aussi bien sûr, et déclarer la guerre, et ben non pas vraiment. Les gens, non c'est bon j'ai cru. J'ai eu un petit peu peur. Donc voilà, je peux recruter un écuyer. Voilà, on a un certain nombre de temps, donc je sais que les fantasmes mettent à moi, le reste en général c'est 3 mois. Et là c'est pour au niveau de la flotte. D'ailleurs, j'avais pas pensé, mais on a la flotte qui est ici. Donc on est à la moitié du siège. Voilà, regardez, là du coup j'ai un soleil maintenant. Là j'ai un soleil derrière un nuage.
Je ne sais plus comment on fusionne les armées par contre dans ce jeu. Tiens, faudrait que je regarde les raccourcis à l'occasion. Il y a aussi un petit truc, voilà, les astuces du jeu. Voilà. Ah! Hop là. Bon, je fais ça, mais je regarde à peine là, hein. On va mettre en pause. Oh, regardez, voilà les astuces. Les astuces nous doivent proposer comment faire pour que les unités se mettent ensemble. Non. Et plus les unités, les bâtiments sont à un haut niveau, plus le jeu propose. Ah, voilà. Alors il n'y a pas de négociation de paix dans le jeu. Faudra vraiment que je regarde le principe pour machiner les unités si je fais un let's play. C'est vrai que j'ai complètement oublié. Bon, on peut pas tout savoir. Envoyer une armée. Bon bah très bien, allez, hop là. Ah non, j'ai pas les moyens. Voilà, il y a une question de moyens aussi dans le jeu. Donc on a fait le tour, hein. Voilà une carte du Nord relativement bien détaillée. On a toute la côte de la mer Baltique, hein. Je trouve que le Danemark est peut-être un peu pas énormément bien fait, mais bon, c'est comme ça. Donc il y a... Alors attendez, je voulais faire voir les deux grosses trucs du jeu. Mecklembourg, la Hanse, où est-elle cachée? Poméranie... Ah, là on a la Ligue de la Hanse, voilà, c'est cet écusson. C'est des trucs très très puissants en début de partie, même tout au long de la partie. L'ordre germanique, c'est l'ordre teutonique, hein, qui est très très fort dans le jeu. Puis il y a le Valdemar, un ennemi costaud, c'est Novgorod. Après le reste, bah, la Suède et la Norvège, c'est plutôt un affrontement entre les quatre qui sont présents là, que ça se décide, et voire même Eric de Menven qui a tendance à venir envahir la Suède. Donc bah franchement je crois que bah, j'ai fait le tour de ce jeu. C'est vrai que c'est un jeu qui est assez répétitif, mais moi c'est mon premier Paradox. J'ai commencé Paradox chez... Alors non, enfin oui, j'ai commencé Paradox sur Open Universalis 2. Mais j'étais trop petit à l'époque pour y jouer et j'avais acheté celui-là, à lequel j'avais bien accroché. Bon, je vous raconte ma vie, vous en foutez. Mais en tout cas, c'est un très bon jeu. Donc facile d'accès. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, s'il y a besoin pour du multi, il y a des joueurs qui ont la chance de le posséder ou la poisse selon le dire des gens. Je suis complètement ouvert à une partie multijoueur. Donc en tout cas, bah, sur ces belles paroles, je vous laisse. C'était Vai Victis. Salut tout le monde.